Il y a de cela quelques mois, j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo qui s'intitule « Les 10 livres les plus choquants que j'ai lus de ma vie ». Et donc, à l'approche de Noël, pour votre liste de cadeaux, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une partie 2. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait une sélection où je passe la vitesse supérieure en vous présentant 10 autres ouvrages qui sont particulièrement malsains. Donc, âme sensible s'abstenir, d'autant plus que je monte crescendo petit à petit dans la vidéo. On commence par des ouvrages qui peuvent être considérés comme soft, mais petit à petit, on va vraiment dans la face cachée de l'iceberg. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Il s'agit d'un roman de 1966 de science-fiction qui est écrit sous forme épistolaire. Pour être précis, vu qu'on est dans la thématique du monde médical, il s'agit de rapports dits médicaux. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, il s'agit d'une équipe de scientifiques qui vise à améliorer de manière significative l'intelligence d'un individu. Et ils commencent leurs expériences avec une souris qui s'appelle Algernon. Alors au début, la souris a un QI faible, ce qui est normal puisqu'on parle d'une putain de souris. Mais après l'expérience, celle-ci développe une intelligence significative et elle est capable de faire des choses qu'une souris lambda ne serait pas capable de faire. Le docteur Strauss, qui est en charge du projet, est particulièrement satisfait des résultats, mais cette fois-ci, il a envie d'essayer son expérience sur un cobaye humain. Et ils vont choisir un homme de la trentaine qui s'appelle Charlie Gordon, qui est un apprenti boulanger et qui a malheureusement un retard mental. Donc Charlie finit par passer sur le billard, l'opération est menée et c'est un grand succès, puisqu'en l'espace de quelques semaines, il passe d'un individu avec un retard mental à un véritable génie. Mais malheureusement, les scientifiques qui sont en charge du projet se rendent compte que la souris, qui a été à la base de l'expérience, commence à connaître un déclin significatif. Et vous imaginez bien qu'il arrive exactement la même chose à Charlie, qui va connaître une véritable descente aux enfers. Et là où le lecteur peut être mis mal à l'aise, c'est notamment si dans sa famille, il y a des individus qui connaissent les mêmes problématiques que Charlie, ou bien qui sont malheureusement touchés par des maladies comme la démence ou bien Alzheimer. Bien entendu, on retrouve l'archétype du pacte faustien, puisque Charlie noue le pacte avec le docteur Strauss en imaginant qu'il va pouvoir régler tous ses problèmes, mais malheureusement, il s'agit d'un pacte avec le diable. Marche ou crève de Stephen King. L'histoire se place dans des États-Unis dystopiques avec une forme de dictature militaire qui est menée par le Major. Et chaque année, il y a une épreuve qui est organisée au sein de cette dictature pour justement galvaniser la population américaine. Il s'agit de la Longue Marche où 100 jeunes qui viennent de tous les États-Unis, des hommes, vont décider de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, jour et nuit. Et bien sûr, celui qui remporte cette épreuve pourra exaucer n'importe lequel de ses rêves. Mais le problème, c'est que, comme dit Denis Brognard dans Koh-Lanta, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est-à-dire qu'il y a des règles très précises dans la longue marche. Par exemple, vous devez marcher à une allure de 6 km/h de manière constante. Et si vous avez le malheur de vous arrêter, et après plusieurs avertissements, vous serez éliminé d'une balle dans la tête. Et le protagoniste majeur de cette histoire, c'est Raymond Garati, qui est un jeune homme qui vient du Maine et qui participe à la longue marche pour s'affranchir de la pauvreté. Alors vous imaginez, au regard des thématiques, que ça se passe pas bien pour les marcheurs, il y a une forme de désespoir tout au long de l'ouvrage, et surtout, on pourrait imaginer que la plupart des marcheurs meurent d'une balle dans la tête. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, beaucoup meurent d'épuisement ou dans des conditions qui sont extrêmes. Et forcément, on se pose la question suivante, combien de temps on aurait tenu dans cette épreuve de la longue marche? Troisième ouvrage, Les naufragés du Wagger de David Grann. Alors ce livre, c'est l'un de mes préférés puisque c'est à la fois un roman d'aventure, d'histoire, mais aussi d'exploration. Et surtout, c'est basé sur un fait historique puisque l'auteur s'est appuyé notamment sur des archives, qui est l'expédition du Wagger, qui était un navire de l'Empire britannique. L'action se place en 1740 et la mission du Wagger était la suivante, c'est-à-dire aller en Amérique du Sud pour récupérer des ressources qui appartiennent à l'Empire espagnol. Alors au début, ça se passe bien, même si on n'est pas sur le registre de la croisière s'amuse, mais petit à petit, les choses tournent mal. Une épidémie de scorbut, une mutinerie et enfin, la cerise sur le gâteau, un naufrage. Et forcément, comme le dit Denis Brognard encore une fois, décidément c'est le fil rouge de cette vidéo, c'est dans l'adversité que les caractères se révèlent. C'est-à-dire que c'est également un roman de survie et ce qui est particulièrement choquant, c'est de voir comment des individus civilisés, qui appartiennent à l'élite de l'Empire donc britannique, finissent par tomber dans la barbarie. Vu que c'est une histoire vraie, on pense à ces jeunes matelots qui ont dû commettre parfois l'irréparable et ce qu'il y a de plus inhumain pour seulement espérer gagner quelques jours de survie. Conspiration contre la race humaine de Thomas Ligotti. Alors là, on a affaire à un essai philosophique. L'auteur a été particulièrement influencé par Lovecraft et il part d'un principe très simple, c'est que nous, êtres humains, nous sommes dans un univers que nous ne comprendrons jamais et il y a une absurdité face à l'existence humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'espoir, bref, c'est le nihilisme le plus total. Notre vie n'a aucun sens, nous n'allons nulle part et nous comprendrons jamais véritablement d'où l'on vient et quel est notre but dans la vie. Et il part du principe que la religion, les arts ou les divertissements sont des illusions qui nous empêchent de voir la réalité crue, c'est-à-dire que notre existence n'a aucun putain de sens. Il avance également le fait que l'espèce humaine devrait disparaître et qu'il vaudrait mieux sauter la vie, ce qui est plutôt paradoxal puisqu'aujourd'hui
Aujourd'hui, l'auteur a plus de 70 ans et il a l'air d'être en forme. Alors l'ouvrage aborde des dimensions philosophiques particulièrement intéressantes, même si je suis pas du tout nihiliste, mais il n'en demeure pas moins que c'est un ouvrage qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que si vous avez un naturel déjà dépressif, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin. Parce qu'à la fin de cette lecture, même l'individu le plus joyeux du monde aura tendance à vouloir acheter une boîte de Xanax. Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo. Alors c'est un roman qui a été écrit pendant l'entre-deux-guerres et qui a connu un certain succès de manière systématique à chaque fois que les États-Unis étaient engagés dans un conflit militaire. Déjà pendant la guerre du Vietnam, mais également il y a eu un regain d'intérêt pour Johnny s'en va en guerre au moment de l'engagement américain en Irak et en Afghanistan. En fait, c'est un roman antimilitariste qui a plusieurs fois été interdit par le gouvernement américain, justement parce que son message était trop critique à l'encontre de la guerre. Et vu que les États-Unis fonctionnent avec un énorme complexe militaro-industriel, c'était pas bon pour les affaires. Alors ça raconte l'histoire de Joe, qui est un jeune soldat américain qui décide de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Il s'engage pour les valeurs de liberté, la fleur au fusil, mais malheureusement l'affaire tourne mal, puisque un obus explose à proximité de Joe. En fait, Joe va perdre l'intégralité de ses membres, il va également devenir aveugle, sourd, est muet. Donc en fait, il n'a plus le son ni l'image et il ne peut même pas parler. La seule chose qu'il peut sentir, c'est le toucher. Donc vous imaginez l'enfer que c'est pour lui, d'autant plus qu'il demande à plusieurs reprises d'être euthanasié, ce qui est refusé systématiquement par les médecins qui partent du principe qu'il s'agit d'un miracle de la médecine. Et ce qui est le plus touchant dans l'ouvrage, c'est que vu que Joe ne peut rien faire de ses journées, il repense dans son esprit à sa jeunesse, à ce qu'il aurait pu faire. Et on se dit que c'est du gâchis. Crash de James Ballard. Alors là, on monte un petit peu en intensité avec Crash, puisqu'on se met dans la peau du protagoniste qui s'appelle James Ballard, exactement comme l'auteur, qui connaît un accident de voiture particulièrement violent. Puisqu'en réalité, James va développer une sorte de fantasme particulièrement sordide, puisqu'il va avoir de l'excitation sexuelle par rapport à tout ce qui concerne des accidents de voiture particulièrement violents. Donc là, c'est un ouvrage qui vous retourne l'estomac parce qu'il y a à la fois une juxtaposition entre le désir sexuel, l'acte sexuel et tout ce qui concerne des accidents de voiture. En fait, on est clairement dans ce que l'on appelle le body horror, et d'ailleurs, le livre a été adapté au cinéma par Cronenberg, qui est l'un des spécialistes en la matière. L'île du Dr Monroe de H.G. Wells. Alors là, on est toujours dans le registre du body horror et ça peut ressembler sur certains aspects à Crash. Même si ce sont pas exactement les mêmes thématiques, ça se passe pas à la même époque et on parle pas de voiture. Le protagoniste est un naturaliste anglais qui s'appelle Edward Pendick et malheureusement, il subit un naufrage. Alors déjà, quand vous connaissez un naufrage, c'est une journée de merde, mais malheureusement, il va atterrir sur l'île du Dr Monroe. Et le Dr Monroe, il a un kiff qui est assez particulier puisqu'il veut créer des hybrides entre l'homme et l'animal. Et le Dr Monroe, il pousse le vice assez loin, puisque en plus, il veut que ces nouvelles créatures soient civilisées et vivent comme des hommes, mais avec des attributs d'animaux. Et bien sûr, vous imaginez que l'entreprise du Dr Monroe va mal finir au regard du fait que c'était une idée de merde. Alors si vous avez tenu jusque-là dans cette vidéo, bravo à vous, vous avez une bonne paire de coronesses, mais là, les 3 derniers livres sont particulièrement choquants. Lolita de Vladimir Nabokov. Alors mettons les pieds dans le plat, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est l'histoire de Humbert, qui est un homme qui semble être bien sur tout rapport, qui est assez cultivé, c'est un lettré. Bref, il semble être le gendre idéal. Le problème, c'est qu'il a une trentaine d'années et qu'il entretient une relation avec Dolores, qui a pour surnom Lolita. Et Dolores, elle a 12 ans et demi. Et ils partent en road trip à travers les États-Unis. Alors vous avez compris la thématique de l'ouvrage, je ne peux pas citer ce mot en particulier au regard des règles de YouTube. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus choquant dans Lolita, bien entendu, c'est la thématique qui est au cœur du récit, mais c'est également le fait que toute l'histoire est racontée du point de vue de Humbert. C'est-à-dire que c'est son témoignage de sa relation avec Dolores du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tout est dit de manière très implicite parce que ce qui est particulièrement sordide, c'est que le personnage de Humbert essaye de rationaliser son fantasme de prédateur. Et surtout, c'est la banalité du mal. C'est-à-dire que Humbert, c'est un homme lambda et pourtant, il commet ce qu'il y a de pire. Les 120 journées de Sodome du marquis de Sade. Alors les barons, vous me l'avez reproché ça, putain, parce que dans la première vidéo, je n'ai pas cité les 120 journées de Sodome et beaucoup m'ont dit pourquoi tu le cites pas, etc. C'est parce que je partais du principe que l'œuvre était tellement connue que ça méritait pas d'être cité. Car malheureusement, les 120 journées de Sodome est probablement l'un des ouvrages les plus malsains que j'ai pu tenir entre les mains. Et c'est une œuvre qui est connue mondialement pour sa perversité. Alors l'ouvrage a été écrit en 1785 par le marquis de Sade qui était alors emprisonné à la Bastille. Et petite anecdote, l'ouvrage a été écrit sur un parchemin en forme de rouleau. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ce sont 4 notables, 4 puissants
clan, un duc, un évêque, un président et un financier, qui décident de s'enfermer dans un château dans la forêt noire. Alors de prime abord, on pourrait se dire que ce sont 4 copains qui ont envie de faire un peu des vacances, à défaut d'aller à Ibiza, mais non, ça va très vite mal tourner. Mais dans ce château, il y a près de 40 personnes qui vont subir pendant de longs mois, et parfois jusqu'à la mort, même quasi systématiquement, les sévices qui vont être menés par ces 4 notables. Alors vous avez bien sûr des sévices à la fois d'ordre physique, moral, mais également sexuel. Et vu que le roman n'a pas été fini, vous avez à la fin de l'ouvrage une série de sévices qui sont clairement explicités. Et je vais être honnête avec vous, si on vous demandait de vous asseoir sur une chaise et de trouver pendant 2 heures les pires sévices que vous pouvez imaginer, eh bien vous ne seriez même pas au quart de ce qui est dit dans les 120 journées de Sodome. C'est-à-dire, il y a des sévices que quand on les lit, on se dit, mais putain, le mec qui a écrit ça, c'est un détraqué complet. Et bien sûr, l'ouvrage a été adapté au cinéma par Pier Paolo Pasolini, qui en a fait, là encore, un film particulièrement sordide. Et enfin, ultime ouvrage, qui a donc la première place dans la monstruosité, il s'agit du journal de Gérard Schaeffer. Alors là, on est sur un fait réel, puisque Gérard Schaeffer était un policier de Floride, qui était également tueur en série, puisqu'en 1973, il a été condamné à 2 peines de prison à vie pour le meurtre de 2 adolescentes. Mais en réalité, selon les spécialistes et les criminologues, il y en aurait plus d'une trentaine. Et quand il était en prison, Gérard Schaeffer a rédigé sur un journal intime des killers fiction, c'est-à-dire ceux qui présentent comme des fictions de crimes. Sauf que le problème, c'est que au regard de l'extrême précision des faits, on peut se poser la question suivante, est-ce que Gérard Schaeffer ne raconte pas ce qu'il a lui-même pratiqué? Et là, on est vraiment sur un degré de perversité qui atteint des sommets, puisqu'on a des scènes de crimes d'une extrême brutalité avec des propos particulièrement choquants et surtout c'est presque écrit à la manière d'un légiste. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'avez pas vomi durant cette dernière. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.